Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose de passer en revue un projet qui était sur Kickstarter il n'y a pas si longtemps, un jeu pour lequel je suis vraiment emballé, il s'agit de The Artemis Project. L'école du jeu en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Nous voici donc devant la splendide, parce que oui, elle est vraiment superbe, boîte de The Artemis Project. Je vous le rappelle, c'est un jeu qui était sur Kickstarter il y a de cela quelques mois. C'est un jeu qui nous est proposé par Daryl Chow, qu'on connaît pour avoir travaillé sur un autre petit jeu qui est sorti l'année dernière du nom de Overbooked, si vous le connaissez déjà, et son collègue, parce que oui, c'est le résultat d'un travail de deux auteurs, Daniel Rochi, que je ne connais pas malheureusement. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs qui durera approximativement 60 à 90 minutes. Un peu de thématique entourant The Artemis Project. Nous sommes dans le futur, plus précisément en l'an 2348, et les technologies nous ont permis d'aller explorer les lunes de Jupiter. Nous avons découvert l'une de ces lunes qui s'appelle Europa, une lune qui à première vue semble complètement gelée, mais nous avons découvert que sous la glace se trouvent de grandes ressources que nous pourrions utiliser. Alors, nous allons mettre les pieds sur cette lune de Jupiter et essayer d'exploiter ses ressources, mais attention, il y aura probablement quelques surprises qui nous y attendent. Il s'agit donc d'un jeu compétitif parce que oui, les joueurs, bien qu'ils soient en même temps sur cette lune, vont devoir entrer en compétition les uns avec les autres pour être la nation qui va réussir à sortir la Terre du pétrin et amener ou prospecter le plus de ressources ou quelque chose comme ça en tout cas. Donc, je vous propose maintenant d'ouvrir la boîte et de voir ce qu'il y a à l'intérieur parce que les composantes me semblent bien intéressantes et je vais vous faire un aperçu également de ce que je connais de ce jeu. Première chose que l'on retrouve dans la boîte, il s'agit du livret de règles. Alors, voyons voir, nous avons un aperçu des différentes composantes. Puisque c'était un projet Kickstarter, la plupart de ces composantes ont été améliorées, entre autres les petits personnages juste ici, les petits meeples. On a également un vaisseau spatial qui pourra être utilisé en alternative au sac de pioche, mais on utilise le moyen qui nous plaît le plus. Des éléments pour la mise en place personnelle et du plateau, le gameplay, donc comment un round de jeu va se jouer, les différents emplacements avec la phase de placement lorsqu'on place nos dés, parce que oui, il s'agit d'un jeu de placement de dés, entre autres. Alors, qu'est-ce qui se passe dans chacun de ces emplacements lorsqu'on y place des dés? Quelles sont les restrictions dans chacun de ces emplacements? Par la suite, la phase de résolution. Alors, il y a 7 emplacements sur le plateau qui sont numérotés de 1 jusqu'à 6 et on aura un emplacement qui a un petit point d'exclamation comme celui-ci, c'est le 7e emplacement. Donc, la résolution de ces phases, comment on résout chacune d'entre elles. Une fois que c'est terminé, la phase de nettoyage, la fin de la partie, un petit aide-mémoire concernant l'assemblage du fameux Shake Ship, les icônes et les règles pour la version en solitaire qui en intéressera certainement plus d'un. Et à l'endos, on a un joli petit résumé des différentes phases et des actions qu'on peut effectuer, en plus des éléments pour le décompte final. Alors le livret me semble très pertinent et très concis. Un total de combien de pages? 15 pages incluant la mise en place des règles pour la variante solo, l'appendice et tout ça. Alors, très bien. Maintenant, attardons-nous un peu plus aux composantes. Je sais que c'est ce que vous avez hâte de voir et surtout d'en entendre davantage sur ce jeu. Alors, on a ici le plateau du jeu avec chacun des 7 emplacements dont je vous parlais, le 7e étant celui-ci. On se rappelle qu'en cours de partie, nous allons placer des dés dans chacun de ces emplacements-là. Il y aura des cartes et d'autres éléments, des ressources qui vont être soit mis sur le plateau, il est vraiment très beau en passant le plateau, wow! Ou sur les cartes qui seront mises à côté de ce plateau. Et par la suite, lorsque viendra le temps de la résolution des actions, on va résoudre le tout en ordre numérique.
Et on va terminer avec le point d'exclamation. Je vais vous faire remarquer qu'il y a deux aspects au plateau également. Nous avons l'aspect sous-marin, alors sous l'épaisse couche de glace, dans laquelle nous allons avoir des événements à gérer. Il y aura des cartes qu'on va voir dans quelques instants, mais également la possibilité d'aller récupérer des coffres à outils et surtout extraire les ressources, alors que à la surface, c'est là où est-ce que nous allons recruter nos travailleurs, les entraîner et même construire, que ce soit certaines technologies pour nous permettre d'être plus efficaces, des bâtiments ou quoi que ce soit. Alors, ça vous donne un petit aperçu du plateau central commun à tous les joueurs. Si on continue notre exploration, on y retrouve des tuiles. Oh, ça c'est intéressant, les tuiles de construction. J'avais en tête que ça allait être des cartes. Je suis très content de voir que ce sont de jolies tuiles lustrées, bien épaisses également. Alors, on a deux exemples juste ici, une manufacture, un bâtiment d'opération. On a ici un conduit qui mène vers la surface. Alors, chacun de ces bâtiments, je crois, sont en double exemplaire. Si je ne m'abuse, oui, je crois que c'est exact. Il y a des bâtiments qui sont réservés pour l'aspect sous-marin. Alors, je crois qu'ils sont identifiés également à l'endos pour le nombre de joueurs. On a certaines cartes, ou peut-être que c'est les bâtiments qu'on doit retirer. Alors, des bâtiments pour ce qui est de tout ce qui peut être construit sous l'eau. Je vais vous donner également une petite information. Je vais pas tous les dépuncher, bien évidemment. On remarquera que nous avons dans le haut de ces bâtiments des actions, bien évidemment, des bonus passifs parfois et pour certains instantanés. Mais nous avons également des emplacements où nous allons pouvoir placer nos ouvriers. Des emplacements qui sont vierges comme ceci nous indiquent que n'importe quel ouvrier peut travailler ici, alors que lorsqu'on a des emplacements avec un symbole, c'est que ça nous indique l'un des 4 types d'ouvriers qui doit y travailler et le bâtiment ne sera actif que lorsque tous les postes auront été comblés. Alors voilà pour la plupart des bâtiments qui sont sous-marins. On a évidemment la même chose pour les bâtiments qui sont en surface. Alors qui me semble à première vue un peu plus restreint, en fait, qui demande beaucoup plus de types d'ouvriers bien précis, alors que pour ce qui était des bâtiments sous-marins, on avait un petit peu plus de latitude. Alors, ceux-ci semblent également générer plus de points que ceux qu'on a vus précédemment, qui semblaient davantage nous donner des bonus. Alors, on continue, encore la même chose, on voit beaucoup de bâtiments qui nous donnent des points de victoire, les petits semblants de boucliers jaunes qu'on voit ici. Encore des bâtiments, mais également des petits jetons, des multiplicateurs pour les ressources, advenant le cas où on devrait en manquer, et ces petits badges qui sont, si je ne m'abuse, des badges d'exploration qui seront remis aux joueurs qui vont réussir à vaincre ou à réussir les différentes expéditions qui vont être proposées en cours de partie. Oh, nous avons ici les différentes parties de notre spaceship. Alors, si on assemblait, et là je ne vais pas prendre le temps de faire ça maintenant, mais si on assemblait les différentes parties du spaceship, nous aurions une espèce de petit vaisseau dans lequel on pourrait placer nos ouvriers. Alors, nous avons nos ouvriers juste ici. Et au début de chaque manche où est-ce qu'on a le nettoyage à faire, on n'aurait seulement qu'à pencher techniquement, simplement qu'à pencher le vaisseau pour que les ouvriers coulent ou tombent tout simplement sur la table. Ça nous indique les ouvriers qu'on doit placer sur le plateau qui sont disponibles. Sinon, il est toujours possible, bien évidemment, d'utiliser le sac. Ce pourquoi le Spaceship ou le Shake Ship plutôt avait été proposé, c'est que ces fameux ouvriers ont des formes uniques et avec nos mains, il serait hypothétiquement possible de les reconnaître lorsque on doit les piocher. Mais bon, pour moi, ce n'est vraiment pas un problème. J'ai même un peu peur de la fonctionnalité de ce vaisseau. Mais bon. Alors, voyons voir ce qu'il y a au fond de la boîte. Nous avons nos petits plateaux individuels pour chacun des joueurs. Alors, si je me souviens bien sur ces plateaux, nous avons des emplacements pour les dés qu'on devra rouler en début de tour, 5 dés par joueur aux couleurs des joueurs. Des emplacements également pour les ressources que nous allons récupérer, l'énergie
le minerai, les coffres à outils et les badges d'expédition ou d'exploration, quelque chose comme ça. Nous avons également ici le refuge où nous allons pouvoir envoyer nos différents ouvriers, un petit aide-mémoire et des emplacements pour les bâtiments que nous avons construits en surface ou sous-marins. Alors voilà, et de l'autre côté, on n'a rien du tout. Voici pour nos 5 plateaux. Voyons voir ces fameux dés très colorés. Ils n'ont rien d'extravagant. Par contre, j'aime beaucoup le look. C'est toujours un de mes soucis dans les jeux parce que je sais que plusieurs joueurs sont daltoniens et il y a certaines couleurs qui parfois ne sont pas très claires pour ceux-ci. Donc si c'est votre cas, je vous prie de me faire remarquer. Est-ce que vous avez des problèmes avec les couleurs de dés qu'on a juste ici? Je sais que ceux-ci sont un peu comme une espèce de gris-bleu, peut-être un peu semblable à ce turquoise. Alors vous pourrez me faire vos commentaires si c'est votre cas sous la vidéo. Mais sinon, j'aime bien les couleurs très flash, pétant. Ce bleu-là qui vraiment semble fade comparé aux autres. Mais bon, peut-être que justement ça a été pris en considération pour ceux qui ont ce trouble au niveau de la vision. Alors peut-être que c'est encore mieux pour vous cette teinte, mais vous me ferez parvenir ça dans les commentaires sous la vidéo. Nous avons ici les cubes d'énergie, je crois, pour ceux-ci. Des cubes qui sont en plastique, mais avec un style un peu vitreux, un peu à la Anachronie, si on veut, en étant un peu plus gros. Alors, l'une des 2 ressources qu'on va pouvoir récupérer dans ce jeu, l'énergie. Nous avons dans ce sac rempli de bois, probablement le reste des jetons. Laissez-moi faire un peu de place sur la boîte, parce que je ne veux pas qu'on perde le visuel pendant toute la partie. Nous avons ici des petits workers. Alors, des petits ouvriers qui sont, je dis petits ouvriers, ils sont effectivement minuscules. Alors ça, c'est un de nos ingénieurs reconnaissable par sa forme, mais surtout par sa couleur. Nous avons, je vais les remettre tout de suite dans leur sac, nous avons ici les militaires. Parce qu'on ne sait jamais quel genre de danger on va rencontrer sur Europa, la lune de Jupiter. Alors, les militaires ici, encore une fois, une découpe et une couleur différente. Ils sont rouges ici. Nous avons les ouvriers de base, si on veut. Je vais complètement oublier leur nom. Mais ceux-ci, nous allons pouvoir les améliorer, les entraîner à l'académie, entre autres, pour qu'ils deviennent soit ingénieurs, militaires ou... Nous avons le 4e type, qui est un type un peu mystique. Ce n'est pas des voyants, mais et je ne me souviens plus du mot exact. C'est peut-être des gens avec des connaissances scientifiques quelconques, mais il y a quelque chose de mystique autour d'eux. Alors ça, c'est notre 4e type d'ouvrier qui sera possible d'utiliser pour différentes choses. Qu'est-ce qu'on retrouve également dans la boîte? Ah, on retrouve juste ici les cylindres qui représentent le minerai, la 2e ressource qu'il est possible d'exploiter sur cette planète. Et nous avons ici les petits... Alors, les petits sont un peu plus gros, sous forme de valises un peu, semble-t-il. Ce sont en fait nos coffres à outils qui vont nous permettre en cours de partie de changer ou d'altérer la valeur du dé qu'on a obtenu en faisant plus ou moins 1. Alors, les coffres à outils et on a finalement les marqueurs pour les joueurs. Et tout au fond de la boîte, nous avons nos cartes. Alors, commençons par ce format gigantesque de cartes. Qu'est-ce que c'est? Je crois que ce sont les cartes événements avec cet endos très joli. Belle couleur. Ce sont effectivement des événements. Alors, habillez-vous pour le travail que vous avez à faire. Le E ici pour l'événement. Alors, on a un petit peu de contexte ici. Et c'est un changement. Oh non, le E, pardon. Ah non, le E, ce n'est pas pour événement, mais bien pour l'étape à laquelle cet événement-là va arriver. Et on a un changement ici dans les règles. Maintenant, les pionniers coûtent 0 énergie à embaucher
au lieu correspondant. Alors normalement, on doit payer 2 énergies pour les embaucher, mais cette fois-ci, puisqu'ils sont vraiment équipés pour le travail qu'on les envoie faire, ils vont nous coûter 0 énergie. On n'aura pas besoin de dépenser de l'énergie supplémentaire pour les équiper. Alors il y en a tout plein. Encore une fois, comme je disais, elles sont uniques, mais vont également être activés dans différents lieux puisque on résout toujours les actions en ordre sur le plateau. Et nous avons ici ce deuxième paquet de cartes qui constitue, si je réussis à l'ouvrir, qui constitue à première vue les cartes expédition, voilà. Allez, en même temps que je dis ça, je réussis à ouvrir le paquet. Alors, le paquet de cartes expédition, c'est le premier lieu en fait sur notre plateau que nous avons vu un peu plus tôt. Ça représente des missions qu'on propose aux joueurs. Ils ne sont pas obligés de les résoudre. Par contre, ce qui nous est indiqué sur ces cartes, c'est le nombre de ressources qui sera disponible pour le tour, pour tous les joueurs. Également, les récompenses si l'expédition est réussie. Et on a la valeur ici. Alors, les joueurs vont devoir, bien que ce soit un jeu qui est compétitif et très tranche-gorge dans la résolution des actions, dans certains cas, pour les cartes expédition, on devra placer des dés et de façon commune atteindre le niveau qui nous est écrit ici. Alors pour réussir cette expédition, on doit au minimum atteindre une valeur de 8 de façon commune. Alors un joueur peut placer un dé de valeur 5, moi je peux venir placer un dé de valeur 2 et le premier joueur pourrait décider de venir placer un dé de valeur 2 aussi, pourquoi pas. Et si le tour se termine à ce moment, on cumule la valeur, on obtient 9, on a donc égalé ou surpassé la valeur qui était ici. Et nous avons tous les deux réussi l'expédition. Nous aurions alors les récompenses correspondantes selon qui a contribué le plus et la deuxième personne aurait la récompense restante. Alors voilà pour ce qui est de The Artemis Project. Là, je vous ai fait un survol des règles en même temps que je vous ai fait la présentation du jeu, du matériel, tout ça. Bien que je ne sois pas entré dans les règles très précises, je dirais qu'avec ce que je vous ai dit, vous avez une très bonne idée de ce que le jeu propose. Alors encore une fois, on veut remercier Grand Gamers Guild qui nous a permis de mettre la main sur l'une de ces copies pour qu'on puisse vous en faire la présentation. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires sous la vidéo. Est-ce que vous étiez l'un de ceux qui avaient backé le projet? Si oui, dites-nous qu'est-ce qui vous a convaincu sur The Artemis Project? Qu'est-ce que vous avez hâte d'expérimenter dans ce jeu? Envoyez-nous également un pouce vers le haut. Et moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine.